être bon au Mali, Mhm. quand on est bon, on devient une menace pour la société, pour le système, parce que le système a bouffé la société. Et donc, quand vous êtes bon, le système fait tout pour nous détruire, parce que vous devenez une menace objective pour eux. C'est une réalité, malheureusement. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast avec Alf où nos invités s'ouvrent à nous pour partager leur expérience et partager surtout leur parcours. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un grand monsieur dans le domaine de la culture et du cinéma au Mali. Et il n'est pas à présenter. Chez nous, on n'a pas pour habitude d'introduire les gens. On les laisse se présenter et partager, surtout à travers une anecdote, ce qu'ils souhaiteraient partager pour se présenter. Je vais juste introduire son nom et son nom c'est Alioune Ifrandjaï. Bonjour Alioune. Bonjour, Ralph. Comment ça va? On va dire. D'accord. Alors, si Alioune doit se présenter à travers une anecdote pour que les gens puissent le découvrir, qu'est-ce qu'Alioune nous dirait? Yeah. Je parlerai un peu de mon enfance. Ok. Mon père était officier supérieur dans l'armée, parce Ok. que la police était à ce moment militarisée. Mhm. Et il espérait pour son fils une carrière militaire. Ok. Et je crois qu'à l'examen, j'ai été deuxième national. Mhm. Donc il était fier et il m'a inscrit au concours de britannique militaire. Ok. Ben, c'est tout simplement toutes les épreuves. J'ai déposé mes feuilles. Et puis, il ne passe pas, c'est un scandale, il va vérifier. Et à la vérification, il découvre la réalité. Ben, il m'a bien coloré, comme on dit, il m'a tiré par 4. Et puis, une semaine plus tard, il vient et me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ben, j'ai dit, j'ai essayé de t'expliquer, tu ne m'as pas écouté, mais je veux être réalisateur. On dit, réalisateur, c'est quoi? Il dit, tonton Sloan Sissi. Wow. Puis il a été voir tonton Sloan Sissi, paix à son âme. Mhm. Et puis Sloan Sissi lui a expliqué ce que c'est que Mhm. la réalisation. Ok. Et puis, à partir de ce moment, Mhm. ben, il a dit, OK, je t'accompagne. Ok. Et jusqu'à sa mort, Mhm. mon père m'a accompagné, en tout cas dans mon ambition de devenir quelqu'un dans la culture. Ok, merci. Donc, on peut comprendre alors que c'est depuis tout petit que cette inspiration de devenir entrepreneur culturel qui est là. Oh, moi, j'avais déjà 3 choix de métier. Hein. Ok. Je disais que je serais réalisateur. Si je le Tu avais quel âge à l'époque? Tu te souviens? je pense, je suis entré à l'école à 6 ans, je devrais avoir 12 ans. 12 ans. Wow. Et je me disais, je serai réalisateur. Si je ne peux pas, si je n'y arrive pas, je serai cuisinier. Si Ok. je n'y arrive pas, je serai mécanicien. J'avais ces 3 sortes de métiers. Et je me disais que chacun de ces choix, dans chacun de ces métiers, je pense que je pouvais m'épanouir. Et puis, construire de la richesse. Donc, ça veut dire que depuis... Moi, j'ai bien aimé la partie où le papa dit quand même qu'il t'accompagne. C'est pas tellement très fréquent aussi, hein, parce qu'on essaye toujours d'imposer, même si l'enfant montre un autre chemin. En tout cas, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Hein. Mon père m'a toujours accompagné. Comme je suis dans une famille, on va dire, d'ascendance très musulmane, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de mon père est à la Matal. Donc, dans cette descendance, on est très, on va dire, l'aîné de la famille est toujours inscrite à l'école coranique. Ok. Donc, moi, mon père, le deal qu'on a eu, il m'a dit, bon, écoute, tu finis ton école coranique et voilà, tu seras libre. Fais ce que tu veux. Donc, à partir de ce moment, j'étais très assidu. Chaque vacances, j'allais à l'école coranique de
de Bamarani Tal à Sédhiou. Ok. Donc on dit le Bloom, le vestibule de Bamarani Tal. Et donc, j'ai appris là-bas, j'ai fait le sabi, j'ai récité le Coran. Et on a tué le bœuf, on a dit que je serais un grand, on va dire, leader religieux. Donc à partir de ce moment, j'ai été assez libre pour aller dans mon chemin. Donc j'ai commencé surtout ma pratique culturelle par, on va dire, par le breakdance. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Nyarela City Breakers. On était deux groupes à Bamako. Wow. Nyarela City Breakers et Bamako City Breakers. Ok. Donc, et dans la sous-région, il y avait quand même quelques grands groupes comme Abidjan City Breakers. Et donc, en ce moment, j'étais très arrangé. J'ai commencé dans ce métier, on va dire, à partir de 13-14 ans. Wow. Wow. Super. Le concept entrepreneur culturel n'est pas tellement compris ou peut-être très développé chez nous. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur culturel et comment tu peux faire comprendre à l'audience moyenne ce que c'est que l'entrepreneur culturel? Bon, la culture est une matière assez particulière. C'est pas ce commerçant ou cet entrepreneur qui va dire j'investis 1 franc et je vais faire un bénéfice de tel et tout. Dans un pays comme le Mali, la culture c'est avant tout du service public. Même si on est indépendant, même si on est entreprise privée, on offre du service public. Parce que il n'existe pas de marché intérieur pour pouvoir dire j'investis dans un artiste, on va développer des choses et on va s'installer dans une économie durable, faire des bénéfices, etc. Celui qui vous dira ça, il vous mettra sur, on va dire, un mauvais chemin. Donc, l'entreprise culturelle, c'est avant tout au Mali. Dans le cadre du Mali, c'est en indépendant offrir une offre de service public. Et ça se fait avec une économie hybride. Beaucoup de subventions et quelques secteurs. Et maintenant, on a du temps pour créer ce que j'appelle le marché intérieur de la culture. Et ça, c'est des investissements qui doivent venir du public. Je répète, la culture est une matière assez particulière. C'est comme l'éducation, c'est comme la santé. C'est vraiment du service public, surtout pour le cas malien, où l'essentiel des Maliens ne lisent pas. Et il est essentiel que la culture sorte de la pratique actuelle qu'on a, surtout au niveau de l'État, pour qu'on comprenne que c'est l'outil qui peut être utilisé pour nous sortir durablement de notre crise, qui est multidimensionnelle, mais qui est surtout culturelle. Voilà. Donc, spécifiquement pour le cas Mali, l'entreprise culturelle est une entreprise qui offre du service public et qui s'installe provisoirement dans une économie hybride. Ok, d'accord. Tu as beaucoup œuvré surtout dans l'éveil des consciences à travers la citoyenneté, tout. Et est-ce que tu peux nous raconter d'où vient l'inspiration de Alioune? Parce qu'il y a toujours des nouveautés. Tu penses que Alioune est arrivé à bout et il t'a fait sortir quelque chose qui est encore meilleur que l'autre? Bon, en fait, c'est pas de la génération spontanée, hein. C'est du travail scientifique, c'est des démarches et tout. En fait, moi, je ne crains que par rapport à ce que j'ai appris. J'ai eu la chance de faire des universités, on va dire une grande école au Mali, l'école normale supérieure. Je suis passé par l'université américaine au Canada, j'ai fait une université européenne en France et tout. J'ai aussi fait une initiation au Comores, donc université traditionnelle. J'ai fait aussi l'école coranique. Même, c'est des outils que on va dire, que je mutualise pour pouvoir observer de façon scientifique la société malienne.
Et à partir de là, je crée des outils Mhm. et pour pouvoir prendre en charge de Mhm. façon citoyenne Mhm. la société. Mhm. Et je fais de telle sorte que je ne sois pas l'instrument de propagande d'un régime en place. Ok. Donc, ça fait que Mhm. j'arrive à travailler de façon objective, de façon scientifique. Et les outils par observation scientifique, par étude Mhm. que j'ai, ça me permet de nourrir mes créations. Mhm. Quand je fais Taïnébou en Côte d'Ivoire, Mhm. ben, ce n'est pas de la génération spontanée. Mhm. C'est de l'information scientifique que j'ai pris. Et bien sûr, j'ai fait de telle sorte que le plus bas niveau de compréhension de la société puisse accéder à cette information. Quand je fais Fatoumkou, la même chose. Quand je fais Banyengo, la même chose. L'histoire de Banyengo va très loin. Ok. Va très loin parce que et ça vient que un jour, par hasard, je tombe sur une note Ok. de Philidabo Sisco. Mhm. Une note qui date des années 50. Ok. Et Philidabo était en réflexion parce qu'il a compris que sur la pression de la Société des Nations, que les pays qui disposaient de colonies Mhm. étaient obligés de donner l'indépendance aux colonies. Ok. Parce que l'Union soviétique, les États-Unis insistaient Mhm. à l'époque pour dire que bon, ça corrompt un peu le rapport économique mondial, Mhm. que ces pays disposent de colonies et la concurrence économique internationale va en être biaisée. Donc, Frida ayant compris que le Soudan va aller à l'indépendance dans les années à venir, a commencé à réfléchir à un projet de société. Ok. Et ce projet de société, il a dit Horon. Maintenant, le Horon du Soudan indépendant ne peut pas être le Horon de la société traditionnelle. Il a commencé à réfléchir, à conceptualiser Ok. quel sera le Horon du Soudan indépendant. Vous naissez au Soudan, vous avez un acte d'état civil, vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, et vous apprenez un métier et vous appliquez ce métier dans votre vie active, vous créez de la richesse, vous participez à la solidarité nationale, payant les impôts, etc. etc. Et c'était la base de son projet de société. Ok. Je pense que à partir de Philidabo, je n'ai pas vu de projet de société conçu par un mouvement politique au Mali. J'en ai pas lu. C'est le seul projet de société vraiment pensé qui était destiné à réinventer la société. Ok. C'est de ça que nous avons besoin. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment étudié la démarche de Philidabo. Philidabo. Je me suis rendu compte qu'il y avait une limite quand même. Parce que quand on conceptualise, on va dire, un profil de citoyen, il faut lui trouver quand même on va dire le contraire. Parce que l'individu a besoin toujours d'opposer un profil à quelque chose. Ok. Vraiment, c'est la nature de l'humain. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Philidabo n'avait pas conceptualisé ça. Ok. C'était la faiblesse de sa démarche politique. Parce que quand on dit désormais que il n'y a plus de Horon, et on n'est plus Horon, on le devient, ça se construit. Mais si on n'est pas Horon, on est quoi? Donc on continue à être Woloso, Djili, Nyamakala et tout. Ok. Et donc le fait de ne pas avoir conceptualisé ce contraire-là, ça a fait que ça affaiblit un peu sa démarche. Ok. Et moi, j'ai conceptualisé le contraire de Horon en ce moment, à partir de la démarche de réinventer la société malienne de Philidabo. C'est en ce moment que j'ai conceptualisé le mot Banyengo. Ok. Et donc, Horon, contraire Banyengo. Donc, ça n'existe pas, ça n'existe plus Nyamakala et tout. Donc, la société malienne va, soit vous êtes Horon, si vous ne voulez pas être un bon citoyen, vous devenez Banyengo. Parce que vous ne contribuez pas à la richesse, vous contribuez à casser la société, etc. À la dynamique, vous contribuez à tirer la société vers le bas, vous ne payez pas vos impôts, vous n'apprenez pas un métier, etc. etc.
Et donc, c'est pour vous dire que toutes mes démarches vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, je pars d'une information scientifique objective pour réfléchir à réinventer le récit national, à sortir le récit national de Sundiata seulement, à inscrire le récit national dans les enjeux du Mali d'aujourd'hui, qui fait que le Mali, c'est une constitution, c'est un code de la route, c'est un code de la famille, c'est des lois qui régissent nos rapports, etc. etc. Et c'est ça qui est ma ligne d'action, on va dire. Je vois. Voilà. Et Fatabourou, beaucoup ne sont pas au courant que vous êtes derrière Fatabourou. Oui, Fatabourou aussi, ça va dans cette même démarche, c'est dans cette même ligne éditoriale, parce que Fatabourou, on s'est rendu compte que en moyenne, le taux de participation aux élections, c'est 25%. Or, une société moderne, c'est 3 principes. Premier principe, les règles, on respecte les règles et les engagements. Le respect des règles et des engagements. Deuxième principe, le consentement aux impôts. Une société, c'est l'organisation de la solidarité. C'est les impôts qui financent la solidarité. Donc, le consentement aux impôts. Et puis, troisième principe, c'est le libre choix des autorités. C'est les 3 principes qui sont à la base de toute société moderne. Allons-y au-delà de la démocratie, mais moderne. Et puis, on s'est rendu compte par observation scientifique encore objective que 25% seul 25% du corps électoral s'exprime. 75% ne s'expriment pas. On a dit comment les faire comprendre qu'ils ont intérêt à s'exprimer. Et c'est là où on a trouvé ce récit, Fatabourou. Et on a créé ce récit pour attirer l'attention des uns et des autres. Et à côté de ce récit, on a créé des outils pédagogiques pour faire comprendre aux gens comment fonctionne une société moderne. Et dans ce cas précis, c'était les collectivités locales. On a multiplié par 2,5 le taux de participation. Wow. Excellent. Alors, tu as l'habitude, je crois, je me rappelle bien, tu as l'habitude de parler de la révolution humaine, les étapes de révolution. J'aime bien cette pédagogie-là. Oui, en fait, comme je dis toujours, je travaille toujours sur des bases scientifiques. L'autre observation scientifique, en tout cas, les principes scientifiques qui font fonctionner ma réflexion, ce sont lesquels? C'est qu'on est parti sur la base que la société humaine a évolué sur la base de 3 traditions. 2 traditions, la troisième tradition, on vient de commencer. Première tradition, c'est le verbe. Le jour où l'homme a contrôlé le verbe, ça l'a distingué de la bête. Sinon, on était dans la même, on va dire, dans la même case. Et on se mangeait entre nous, on s'achait. En fait, l'homme était une bête. Et donc, le jour où l'homme a maîtrisé la parole, ça l'a distingué de la bête. Donc, ça faisait que, on arrivait à se transmettre les informations les plus complexes et à surtout avoir ce qu'on appelle du patrimoine immatériel et le patrimoine matériel chiffrable. Et là, dans cette transition, l'humanité s'est organisée dans les communautés. Communautés aujourd'hui qu'on appelle abusivement ethnies. Et c'est dans ces communautés que la parole donnée est sacrée. Quand on donnait sa parole, ça pouvait engager les générations. La parole était sacrée dans cette tradition. Et c'est par la parole qu'on transmettait le savoir. C'est pourquoi l'homme le plus âgé était respecté parce qu'il a été le plus exposé au savoir. Donc, ce n'était pas l'âge. Donc, ce qu'il faut que nos gens connaissent, on dit la tradition, Koroli, fait non, ce n'était pas Koro pour Koro, c'était Koro pour le savoir. Parce qu'un homme âgé est supposé avoir été plus exposé au savoir qu'un homme moins âgé. D'ailleurs, même dans la confrérie de Dounso, c'est la personne qui est entrée
même si tu es moins âgé, c'est la personne qui est entrée avant qui devient symboliquement l'aîné. Et de cette première tradition, on a évolué vers la tradition de l'écriture. Dans la tradition de l'écriture, donc c'est l'écrit, comment dirais-je, la société a commencé à s'organiser sur l'écrit. Ok. Les transmissions des savoirs ont quitté les communautés pour aller dans les écoles, les universités, les ateliers, les usines, les bureaux. Ok. Et les engagements se font désormais par écrit. etc. Et puis, il y a eu, depuis 50 ans, on a entamé une autre tradition, la tradition du numérique. Et là aussi, les choses vont radicalement changer. La transmission du savoir va de plus en plus être sur les réseaux sociaux, va être de plus en plus être codifiée sur les réseaux sociaux. Les enjeux vont changer énormément. Et dans ces trois traditions, chaque tradition avait sa source d'énergie principale, ou ses sources d'énergie principale, sa technologie. Ok. Dans la tradition du verbe, la principale technologie était la roue. On a inventé la roue. La roue, ok. Ouais. Et la principale source d'énergie, ou la source d'énergie, était le feu. On a maîtrisé le feu, etc. Dans la tradition de l'écriture, les principales sources d'énergie étaient les sources d'énergie fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Tout ce qui est énergie extractive. Ok. Et puis, la principale technologie était le moteur à explosion. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, dans la tradition du numérique, on va de plus en plus aller vers les énergies renouvelables. Et la principale technologie va être la puce numérique. Et donc, sur la base de ces principes de l'évolution de l'humanité, moi, je suis organisé. Ok. Et ma réflexion va de ça, quand je réfléchis sur l'organisation traditionnelle du Mali, les organisations, les coutumes, je les place dans la tradition du verbe. Ok. Il faut qu'on évolue de la tradition du verbe pour aller vers la tradition numérique, parce que nous, on a raté la tradition de l'écriture. On n'a pas beaucoup mis l'accent sur la transmission du savoir scolaire, universitaire et tout, sur la recherche. Non, on a raté, il faut le reconnaître. Nos ancêtres ne nous ont pas donné, ne nous ont pas transmis un bon héritage là-dessus. C'est à nous de travailler, de prendre conscience de cette réalité anthropologique, économique, sociologique, pour arrêter de regarder dans le passé et définir notre présent par le futur à construire ensemble. Le futur à construire ensemble, les enjeux sont simples. Nous sommes dans des enjeux culturels, numériques et la préservation de la planète. La préservation de la planète va aboutir à une nouvelle forme d'économie qui va être basée sur ce qu'on appelle le crédit carbone. Les discussions sont en cours aujourd'hui, le COP 21, je ne sais pas, on doit être dans le COP 30, 31, je ne sais pas. Et il faut qu'on y soit. Et à partir de là, il faut qu'on soit en capacité de réinventer fondamentalement le Mali, des 12 000 villages au district de Bamako. Et malheureusement, cette pensée-là, elle n'est pas encore enclenchée dans nos milieux de réflexion. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne lit pas, qui ne fait pas de recherche, pourra participer à cette transition aujourd'hui? Parce qu'on a une société qui, tu le disais tantôt, les gens ne lisent pas, on lit moins. Et comment participer si on ne s'informe pas? Bon, il faut commencer quand même par l'élite. L'élite peut être en capacité de se mettre à niveau. Aujourd'hui, moi je me souviens, quand je faisais mon mémoire à l'INSUP, je passais 50% de mon temps dans les bibliothèques, à aller chercher, à prendre des notes, à lire les bouquins, à écrire un bout de note ici, à le scouter, etc. Aujourd'hui, les 5 mois que j'ai passé dans la bibliothèque avec mon mémoire, bon, je le ferai aujourd'hui en
peut-être une semaine. Moi, mon dernier film, Tan, long métrage, je l'ai monté en 45 jours. Au moment où je sortais de l'école, si je faisais ce film-là, peut-être que la post-production allait prendre 2 ans. Donc, le monde a évolué. Dieu a fait que, en tout cas, les choses ont fait que on est là. Ça a coïncidé avec nous. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nos aînés. Ok. Il faut que nous puissions prendre conscience de cette réalité, de ces opportunités, de ne pas hésiter à réinventer notre pays, quoi. Il y a il y a des opportunités extraordinaires. On a une marque comme Tombouctou. Mais Tombouctou, qu'est-ce qu'on en fait? Presque rien. Kidal continue à être une destination de punition. C'est pas normal. C'était quasiment 800 000 hectares. Et du sable à ne savoir quoi en faire, du soleil à ne savoir quoi en faire. Et aujourd'hui, le soleil, c'est une source d'énergie. Ouais. Comment on ne peut pas réinventer Kidal comme un centre mondial d'énergie solaire et en faire une destination d'opportunité? C'est pas normal ce qui se passe. Donc, en fait, il faut qu'on soit en mesure de nous réinventer fondamentalement. Qu'on sorte de Sundiata. Chaque défi est une opportunité. Oui. Qu'on sorte de Sundiata. Et aujourd'hui, la table est renversée. On a renversé la table. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut pas qu'on continue à remettre le même système de fonctionnement. Et malheureusement, c'est ce qui est en cours actuellement. Malheureusement, Ouais. ok. On va faire une transition vers une autre question que nous avons tendance à peut-être chacun a sa définition par rapport à la réussite. Pour toi, Alioune, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est quelqu'un qui arrive à contribuer à améliorer sa vie, la vie de sa famille, la vie de son pays, la vie de la planète. C'est ça la réussite. C'est pas être riche. Parce qu'un homme riche, financièrement parlant, n'est pas exclu de la pauvreté. Ok. Parce qu'un homme qui n'a pas un capital culturel riche, il n'est pas riche. Il est pauvre, même s'il est financièrement riche. La preuve, on a beaucoup de riches financièrement. Après eux, leurs enfants sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un capital culturel riche. Un capital culturel riche, c'est quelqu'un qui est capable, qui est suffisamment informé pour faire de telle sorte que lui, ses descendants, les gens de son pays, contribuent à faire que leur vie s'améliore après lui. Ce n'est pas notre cas. Ok. Pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Moi, je dis que mon père a réussi sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a éduqué ses enfants. Dans ses enfants, on va dire, il y a un seul qui n'arrive pas à se prendre en charge. Mais Dieu a fait que nous prenons tous en charge, nous améliorons la vie de nos enfants et nous contribuons à faire que le seul d'entre nous qui n'arrive pas à se prendre en charge pour les questions psychologiques, qu'il puisse aussi vivre de façon améliorée. Donc ça, on va dire, il a réussi sa vie. Ok. Est-ce que tu peux nous dire par rapport toujours à la réussite, un moment où tu te dis, là, j'ai réussi quelque chose? Est-ce qu'il y en a des moments comme ça? Mais c'est pas moi qui vous ai dit, qui t'ai dit que le programme national d'éducation à la citoyenneté, c'est pas moi qui t'ai dit que je l'ai fait. Non. C'est toi qui viens de me dire que tu l'as fait, que je l'ai fait, que beaucoup de personnes ne savent pas. Ouais. Mais moi, je l'ai fait. J'ai réussi des choses au Mali. Moi, stagiaire à l'ORTM, j'ai changé la grille de programmation de l'ORTM. Les gens ne le savent pas. J'avais pas 24 ans. Et pourtant, je suis venu stagiaire, Jouvenceau, les grands événements, les costumes traditionnels, questions d'actualité. Je suis à la base. Je n'étais qu'un stagiaire. J'ai créé Blomba, comment on appelle ça? C'est la première fois qu'une personne indépendante de l'État construit un centre culturel.
qui avait un rayonnement international, pas seulement national. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses. Hein. Kassanga, je suis à la Kassanga. base. Mayamara, je suis à la base. Et quoi d'autre? J'ai dirigé une compagnie de théâtre, Blomba, qui continue toujours. Malheureusement, nos activités sont provisoirement arrêtées. Qui a tourné dans les plus grands pays occidentaux francophones. On était jusqu'en 2009, on va dire 2011, la plus grande compagnie de théâtre francophone africain au monde. Wow, bravo. Et donc bon, on a fait des choses bien. Prendre le micro et aller sortir dans les trucs, bon, c'est moi, bon, je le fais pas. Ouais. Par exemple, vous n'entendrez jamais une griotte chanter à l'Unifrandiaï. Je l'interdis. Vous n'entendrez jamais, comment dirais-je, des jeunes issus du secteur culturel que j'ai formé dire ah, je dois ça à lui, à lui. Non, c'est interdit. Parce que chacun a sa place dans une société. Ma place est de créer et d'accompagner les jeunes émergents. Et aujourd'hui, je peux revendiquer plus de 200 acteurs culturels dans le secteur culturel au Mali et à l'international que nous avons formés. Wow. Et donc, je pense que, en m'arrêtant, je pense que j'ai apporté quelque chose Ouais. au secteur culturel au Mali. Ouais. Parce que beaucoup de choses, on va dire la grande partie de la dynamique culturelle aujourd'hui au Mali, moderne, on peut la revendiquer. Excellent. Ça nous mène, il y a un flow dans la discussion, ça nous amène au niveau des questions de valeur. Chaque invité qui vient, je tiens à ce que cette question soit posée. Et nous sommes dans une société où les valeurs ont tendance à disparaître, où les gens accordent de moins en moins de l'importance aux valeurs. Selon Alioune, c'est quoi une valeur et quelles sont les valeurs qui guident au quotidien Alioune? Bon, personnellement, moi je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Ma principale limite dans une société, c'est de faire du mal à quelqu'un. Ok. C'est-à-dire quand dans mes activités, dans ce que je fais, je sens que je bouscule quelqu'un dans sa foi. Je fais du mal à quelqu'un dans cette pratique. Mais je fais de telle sorte que ça ne continue pas. C'est ma limite dans la vie. Ok. L'autre, c'est-à-dire ma liberté s'arrête là où s'arrête. Là où commencent les autres. Commence celle des autres. Première chose. Mais dans une société, les gens quand même définissent mal les valeurs. Ok. Les valeurs d'une société, c'est les règles que nous tous avons acceptées Ok. ensemble et que nous avons intériorisées. Les règles qui nous font fonctionner, que nous avons acceptées ensemble. Ou qu'un groupe d'individus a dit, à partir de maintenant, notre société va fonctionner à partir de ces règles. Ça a été fait à Concanfoua. Ça a été fait après 1992, quand il y a eu la chute de Moussa Traoré. On a dit, désormais, voilà nos règles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ces règles-là, normalement, doivent constituer un univers symbolique commun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la base de la chute de la dynamique démocratique au Mali. On a dit, bon, désormais, à partir de 1992, voilà la Constitution. Voilà comment nos règles de fonctionnement, nos rapports institutionnels, personnels, etc., vont être codifiés. Quand on fait ça, on fait de telle sorte que ces règles s'articulent avec les pratiques de la société. C'est ce qui n'a pas été fait. Ok. On a dit, voilà nos règles, ça a été écrit. Et puis, ce qui doit être articulé par la société, on a dit Sougata, Damonzon, etc., etc. On n'a jamais dit le maire,
le juge, Mhm. l'entrepreneur, Mhm. etc., etc. Mhm. Vous ne verrez nulle part de 1992 à maintenant Mhm. une série sur un maire, une série sur un procès, Mhm. une série sur l'INPS, Mhm. le fonctionnement de l'INPS, Mhm. une série sur Kourouba, Ok. une série sur l'Assemblée nationale. Mhm. Vous ne verrez nulle part. Comment vous voulez Mhm. qu'une société ait un univers symbolique commun, c'est-à-dire des valeurs communes, Mhm. alors que rien n'est fait pour faire qu'ils intériorisent ces règles de fonctionnement? Les valeurs, Mhm. c'est des règles de fonctionnement communes à une société, À une à un société. groupe humain. Ok. Ces valeurs-là n'existent pas au Mali. Je vais peut-être choquer en le disant, Mhm. aujourd'hui, il n'y a pas de valeur au Mali. Parce qu'il n'y a pas d'univers symbolique commun. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites, quelle est votre culture? Il va dire, je suis Dogon. Il n'est pas Dogon, il est malien. Mhm. Il va dire, je suis Bamana. Il n'est pas Bamana. Parce que le Bamana, c'est un univers économique. Le Bamana, c'est quelqu'un qui apprend à cultiver, qui sait comment le mil fonctionne, il sait faire du nololo, Mhm. il a des modes de fonctionnement et tout, Mhm. qui étaient propres à un moment économique autre. Il porte un nom d'ascendance Bamana. Mhm. Il est malien. Il part à l'école, il a appris un métier, Mhm. il utilise des véhicules, il prend une moto, ou bien un Sotrama ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien de Bamana, de Peul ou autre. Et ces valeurs-là, on n'est pas arrivé à les faire intérioriser par le Malien lambda. Donc il y a zéro lien entre nous. Le Malien lambda a zéro lien avec l'État. Les seuls liens, je dis zéro lien d'intérêt. Mhm. Les seuls liens d'intérêt qui sont avec l'État, c'est d'aller faire ses papiers. Mhm. Et puis les liens de, on va dire, de corruption. Mhm. Et le policier l'arrête, il lui donne 1000 francs, ou le gendarme l'arrête, ou au jugement, etc., etc. Donc, tant que nous ne réfléchissons pas à faire que les règles et la société fassent corps, il n'y aura pas de valeur au Mali. Maintenant, chacun se débrouille. Maintenant, la principale valeur que nous avons en commun aujourd'hui au Mali, c'est qu'on se débrouille. Taïni Bougou, qui est, qui est une pièce qui fait partie de tes inspirations. Oui. Justement, c'était pour dénoncer le manque de valeur dans la société qu'on a écrit Taïni. Ok. Tu peux expliquer un peu Taïni Bougou, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder? Taïni Bougou, c'est un, on va dire, c'est un maire qui a décidé de vendre les terres de sa commune. Ils ont tout vendu jusqu'au cimetière. Et ils ont envoyé l'argent pour aller le mettre dans un compte dans une banque européenne. Et ils en ont profité pour mettre leur famille et tout pour qu'ils passent les vacances. Et puis l'avion explose. Et explose par leur faute parce que par cupidité, ils ont pris aussi le bagage de quelqu'un qui leur a donné l'argent, qui était un bon. Ils l'ont mis dans l'avion. Donc leur famille, le Taïné Bougou vendu et tout le monde est resté, bras ballants, quoi. Donc on a dit Taïné Bougou, c'était un peu le prémisse de ce qui est en train de devenir le Mali. Malheureusement. Donc on est tous devenus des Taïnés. Et donc, tant que nous sommes tous tournés vers nous-mêmes, il n'est pas interdit d'être égoïste, mais être égoïste dans un environnement qui fonctionne selon les principes que tout le monde accepte. Et dans cela, les plus compétents aussi peuvent émerger. Ceux qui ne sont pas compétents, ben, il y a des systèmes de solidarité qui leur permettent de ne pas devenir pauvres. C'est ça une société moderne. Mais on n'est pas en train de faire ça. Quelqu'un peut avoir un accident, aller aux urgences aujourd'hui. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous soigner, vous pouvez rester là-bas 2 jours, 3 jours, personne ne vous soigne. Dans un pays moderne, au XXIe siècle, c'est plus que scandaleux. Donc, on ne peut pas parler de valeur dans une telle organisation. Aujourd'hui, nous avons en urgence de créer des valeurs
Je répète, les valeurs, c'est quoi? C'est des règles de fonctionnement d'une société partagées par tous. C'est ça, les valeurs. Aller réduire les valeurs à l'éthique, au moral et tout. Non. L'éthique, le moral, c'est pas des règles de fonctionnement que nous avons acceptées et qui fait que le monsieur, il s'arrête au feu rouge, qui fait que il paye ses impôts, qui fait que il ne vole pas l'argent public, parce que les règles fonctionnent pour tous. Tant que cela n'est pas, on ne peut pas parler de valeur. Mais est-ce qu'un individu peut avoir ses propres valeurs? Comment vous pouvez avoir des valeurs alors que ces valeurs ne fonctionnent pas? Moi, généralement, je laisse passer les gens. J'ai une certaine civilité en circulation. Quand je viens, je vois quelqu'un qui est bloqué, je m'arrête pour qu'il passe. Mais quand je fais ça, les gens derrière, ils se mettent à klaxonner, pam, 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 et puis et tout ça là. À un moment donné, tu es obligé de ne plus faire ça parce que tu interfères dans le fonctionnement des autres. Donc, on a beau avoir des valeurs individuelles, vous êtes dans une société qui ne partage pas ces valeurs-là, ça ne sert à rien, ces valeurs individuelles. Une valeur individuelle ne sert que quand elle est partagée, quand elle est inscrite dans un univers symbolique commun. Mais tu arrives à ton niveau. Par exemple, la ponctualité, tu Oui, arrives à mais je perds obliger les gens à être ponctuels. Oui, mais je perds tellement de choses avec ça. Bon? Je me fais détester par des cabinets ministériels parce qu'on estime que je suis un homme gonflé en voulant imposer même au ministre de venir à l'heure. Le prix à payer est énorme. Le prix à payer est énorme. Et je vous dis, en voulant fonctionner avec des principes, moi je n'appelle pas ça des valeurs, des principes. Des principes, ok. Au Mali, on le fait payer très cher. Moi, je sais ça. Je me suis dit, ça fait partie de mes outils pédagogiques. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout. J'ai été président de la FENAMA, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai essayé de tenir, je n'ai pas pu, j'ai dû démissionner. Parce que c'est difficile de fonctionner avec des principes ici. Ouais. Ce matin, quand on préparait, j'ai dit à mon partenaire que il faut que tout soit prêt à 9h parce que je sais que Aline va venir à l'heure. Et ça, c'est une réputation que j'apprécie énormément parce que je peux dire, j'ai payé les mêmes frais à un moment donné. Je me rappelle bien, c'était les jeunes de la Jeune Chambre qui m'ont invité pour modérer une rencontre. C'était à 10h, je quitte chez moi à 10h midi, je quitte chez moi à 8h pour être à l'heure. Et j'arrive, c'est à partir de 10h qu'on commence à mettre en place les choses. Et j'ai dit, bon, faites tout ce que vous voulez. Moi, mon heure, c'est midi. Donc, on a commencé. Et je crois qu'on a commencé à 11h. À 11h30, il y a un invité qui arrive encore. À midi, moi, j'ai tiré les conclusions et j'ai arrêté. Les gens m'ont regardé. J'ai dit, mais vous m'avez donné 1 heure. Moi, j'ai fait mon programme en fonction de ça. Donc, c'est juste pour te donner raison que c'est très compliqué dans notre société où les gens ne respectent pas ce genre de principes. Ok, super. Bon, peut-être ça va encore nous amener dans la transition des défis, des leçons surtout. Est-ce que tu es quelqu'un qui a ces principes? Est-ce qu'il y a des défis que tu as eu à rencontrer? Et comment tu t'en es débrouillé pour gérer ça? Et quelles sont les leçons que tu as tirées surtout? Ma vie n'a été que des défis. Mais bon, en fait, moi, dans une société comme le Mali en construction, parce que les gens, pour moi, le Mali est une société en construction. Et on a un niveau. Si on prend l'exemple de l'être humain, l'adolescent est très rebelle. Nous sommes à une phase d'adolescence, on va dire, le Mali, la société malienne. On est très rebelle sur de fausses bases. Et c'est ça que je paye vraiment très dur. Moi, j'ai créé le plombage, je l'ai perdu. Tout le monde l'a vu ici. À Faladiel. Et puis j'ai créé un studio de dessin animé. J'ai mis tout dedans. Mais c'est un ministre de la République
qui, de façon voulue, assumée, qui l'a cassé. Wow. Et c'était le démarrage de ce studio, Ocloni Studio, c'était 118 emplois tout de suite. Et le Mali allait devenir la plateforme de la production, en tout cas africaine, de dessins animés. Parce qu'on était en train de basculer dans la maîtrise du numérique, dans l'animation. Et moi, j'avais fait venir des gens d'Europe pour former une dizaine de jeunes ici en animation numérique. Et c'était opérationnel et tout. J'ai invité le ministre à venir voir quand il a vu ça. Son sang n'a fait qu'un tour. Il a tout fait pour bousiller le projet. Le ministre de la République. C'est la République. La République. Et ça ne finit pas. Hein. Mais il faut faire avec. Parce que c'est une réalité de notre pays. Et ce défi continue. Moi, j'ai une chance. Quand je suis rentré au Mali, j'avais un projet de vie. Le projet, il existe. C'est des tiroirs. Je tire simplement. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on est en capacité de faire ça. Tout est écrit. Hein. Comme j'ai dit, j'ai une démarche scientifique. Tout est écrit. Quand quelque chose ne marche pas, je n'insiste pas. Je laisse tomber, j'attends. Et puis, voilà. Après, au-delà même d'être un créateur artistique culturel, je suis ingénieur culturel. Je suis en même temps, en tant qu'ingénieur culturel, je travaille beaucoup sur les concepts politiques, la réflexion politique, création de projets de société, etc. Donc, en fait, je suis un peu, il y a une multicompétence qui peut me permettre de travailler pour les politiques, de développer des concepts de construction citoyenne, vraiment de contribuer à un projet de réinvention de la société malienne, du Mali même. Donc, ça fait que je n'ai que des défis parce que je suis heureusement ou malheureusement parce que comprendre les choses, avoir un niveau de compréhension des choses au Mali, c'est un peu déprimant. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement. Mais je peux contribuer à beaucoup de choses. Politiques, culturelles et en même temps artistiques. Ouais. Et surtout que quand tu expliques un peu les différents défis, Alioune arrive toujours à rebondir avec toujours des nouveaux concepts. Oui, parce que, comme je vous dis, j'ai déjà tout écrit. Voilà, maintenant, je ne fais que tirer les tiroirs. Quand il y a une opportunité quelque part, je tire un tiroir parce qu'il y a un projet déjà écrit dans ce sens. Donc, je n'improvise pas. Je n'improvise pas. Aujourd'hui, vous me donnez encore 100 ans de vie, j'aurai des projets à mettre en œuvre. Donc, dans ce cadre-là, je ne m'en fais pas. Et sur le plan politique, vous me donnez 100 ans de vie, je peux faire des projets de réinvention du Mali, c'est-à-dire du premier village à Bamako. Je n'improvise pas, c'est écrit. C'est écrit pas par émotion ou tout, c'est écrit sur la base d'informations scientifiques. Yeah. Donc, ce qui fait que, bon, les défis, ça ne manquerait pas. D'accord. Et ça m'amène peut-être vers la dernière question qui est un peu sur les efforts. Ce pays, est-ce que les gens croient encore au travail? Est-ce que les efforts, les gens croient qu'il faut réussir par ses propres efforts? Quelle est ta perception un peu de notre société aujourd'hui par rapport au travail? Mais ça, franchement, ça, c'est la faute aux autorités du pays. Qui ne font pas la promotion de l'excellence. Ils font la promotion de la médiocrité. Et ça n'a pas commencé maintenant. Mais malheureusement, là, les tableaux sont renversés. On aurait pu quand même réinventer les choses. Mais au contraire, on est en train d'amplifier la promotion à la médiocrité. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, qui au jour au lendemain, on le voit dans une 4x4, qui n'a eu besoin que de flatter, sur du mensonge, mais on le fait. On le voit émerger dans ça. Mais les gens, ils vont aller là-dessus. L'être humain,
fonctionne sur la base économique partout. C'est économiquement, il sent qu'il va s'en sortir sur une telle pratique. Il va y aller, il va le faire. C'est malheureusement la triste réalité. Nous sommes en train, depuis longtemps, ça n'a pas commencé maintenant, depuis 1962, depuis la révolution active lancée par Modibo Keïta, jusqu'à maintenant, on ne fait que la promotion de la médiocrité. Être bon au Mali, quand on est bon, on devient une menace pour la société, pour le système, parce que le système a bouffé la société. Et donc, quand vous êtes bon, le système fait tout pour nous détruire, parce que vous devenez une menace objective pour eux. C'est une réalité, malheureusement. Peut-être, ça c'est un peu une question un peu personnelle. Ayant compris ça, pourquoi vous n'êtes pas resté en dehors du pays? Pourquoi vous avez accepté de rester alors que vous pouviez avoir tout ce que vous pensiez peut-être en dehors du Mali? En fait, mon projet de société, mon projet de vie, c'est le Mali. Ok. Sinon, contrairement à beaucoup de gens, moi, j'étais dans un poste. Je n'avais pas 30 ans, j'étais dans un poste, on va dire, enviable en Europe. J'ai démissionné, j'avais 13 000 et quelques euros par mois quand même. J'ai démissionné pour venir signer un contrat à l'ORTM de 54 140 francs par mois. Parce que j'ai un projet de vie dans le Mali. 13 000 euros, ça fait combien en CFA? C'est 7 millions ou 8 millions? Plus de 7 millions. Brut, parce que quand on va enlever les impôts. Donc tu as laissé ça pour accepter 50 000. Je suis venu ici, j'ai mon premier contrat, parce que j'étais déjà connu à l'ORTM. Quand j'étais étudiant, j'ai été ici. Ça n'a pas été difficile de me faire prendre ici. C'est 54 140 francs. Salaire net. Parce que je suis venu avec un projet de vie. Et le Mali en est toujours la matière principale. Et bon, laisser ça et aller ailleurs, c'est un échec. Un échec. Je pense que cette année, j'ai failli quand même partir. Il pensait. Voilà. Non, je n'y pensais pas. J'ai commencé vraiment à m'organiser à quitter le Mali. Mais heureusement, il y a une situation heureuse qui est venue qui va me permettre d'ouvrir Blomba. Parce que Blomba, ça fait 7 ans qu'on est en chantier, on n'est jamais arrivé. Le nouveau Blomba, quitté. Et on a construit un nouveau Blomba qui est toujours en chantier. Mais il y a au moins 2 salles qui sont opérationnelles. Ça fait 7 ans qu'on essaie d'ouvrir, on n'y arrive pas. Wow. Et donc, à un moment donné, j'avoue, je suis un être humain comme tout le monde, faible. Et j'avoue que j'ai commencé à me décourager. J'avais envisagé de quitter le Mali. Mais heureusement, il y a 2 ou 3 choses qui sont arrivées ce dernier mois-là et donc qui me permettra, Inch'Allah, d'ouvrir comme il faut Blomba, soit le mois d'octobre ou le mois de novembre. Qu'Allah nous montre ces jours-là. Alioune, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message particulier pour Alf ici? Je n'aime pas donner un message particulier parce qu'il ne sera pas bien perçu. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris une partie de ton temps pour venir passer ce moment avec nous et toutes les informations riches que tu as partagées avec nous. Et surtout, on te souhaite bonne chance avec le nouveau projet qui arrive. Et beaucoup de courage. Et on aura l'occasion de passer pour peut-être d'autres épisodes et pour parler encore du Mali et parler de ce qui nous tient tous à cœur, comment ce Mali-là peut vraiment aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Ok. Allez, merci.